Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents, niveau terminal. Nous allons étudier la marche vers la guerre. Présentation. Dans les années 1930, la Société des Nations est incapable de faire respecter les traités de sécurité collective signés après la Première Guerre mondiale. En violation du traité de Versailles, Hitler réarme l'Allemagne à partir de 1935. Il s'allie à d'autres régimes totalitaires et organise le rattachement au Reich de tous les territoires peuplés de germanophones. Comment les totalitarismes entraînent-ils l'Europe dans la guerre? C'est la problématique. Question 1, document 1. Quelles sont les nécessités de la guerre selon Hitler? Hitler s'appuie sur la démographie, 85 millions d'hommes, et la géopolitique. Pour lui, le peuple allemand a le droit à un espace vital, le Lebensraum. La géopolitique permet d'expliquer les intentions de chaque pays en fonction de leur géographie. Elle était particulièrement développée en Allemagne. Il y a donc ici l'idée que, avant que les autres pays rivaux puissent se défendre, il faut que l'Allemagne attaque. Question 2, chronologie et document 2. Quels sont les coups de force réalisés par Hitler et Mussolini entre mai 1936 et le début de la Seconde Guerre mondiale? La chronologie met en évidence l'aspect agressif des régimes totalitaires fascistes et nazis. En mai 1936, c'est l'annexion de l'Éthiopie par l'Italie. Entre mars 1938 et mars 1939, ce sont les annexions de l'Allemagne nazie, et en particulier l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche. Puis ensuite, en septembre 1938, c'est l'annexion du territoire des Sudètes, qui est un territoire situé à l'ouest de la Tchéquie actuelle. Enfin, en avril 1939, l'Italie annexe l'Albanie. Dans le vocabulaire, on voit que l'Anschluss, c'est un mot allemand signifiant réunion, et cela désigne le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne en 1938. La carte du document 2 nous permet d'avoir une représentation spatiale de la politique agressive d'Hitler en Europe. D'abord la remilitarisation de la Rhénanie le 7 mars 1936, alors que le traité de Versailles disait que toute cette région devait être démilitarisée. L'annexion de l'Autriche, l'Anschluss, le 12 mars 1938. L'annexion du territoire des Sudètes après les accords de Munich en octobre 1938. Puis l'annexion de la Bohême-Moravie. Enfin, peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, l'annexion de Memel, le port au nord de la Prusse orientale, en mars 1939. Question 3, document 5, comment réagissent les démocraties occidentales? Le document 5 concerne les fameux accords de Munich. Ce sont des accords signés entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, et ils autorisent l'annexion par l'Allemagne d'une partie de la Tchécoslovaquie peuplée de Sudètes germanophones. Germanophones, c'est-à-dire qui parlent allemand. Hitler détourne à son profit le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à savoir que les Sudètes étant de culture germanique, eh bien, au nom de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils ont le droit d'être, selon lui, rattachés à l'Allemagne. On voit bien à travers ces textes que les démocraties ne sont pas dupes de la manipulation d'Hitler. Le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, explique que quelle que soit notre sympathie pour une petite nation, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie de l'époque, qui se trouve aux prises avec un grand et puissant voisin, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, nous ne saurions nous engager en toutes circonstances à entraîner l'Empire britannique dans la guerre pour cette seule petite nation. Donc on voit que l'Angleterre lâche, abandonne la Tchécoslovaquie. Le document 5B montre la même disposition d'esprit chez Édouard Daladier. J'avais beau me dire que la guerre était évitée, je sais que le vrai problème n'était pas là. C'était un homme décidé à tout, il ne reculerait devant rien. Et le président du Conseil français, en arrivant en France, après les accords de Munich, pense qu'il va être hué par la foule. Il sait très bien que ce n'est qu'un temps en plus qu'il gagne. C'est d'ailleurs après les accords de Munich que les démocraties vont véritablement prendre conscience du danger que représente l'Allemagne nazie et commencer à se réarmer. C'est ce que l'on voit dans le document 4, la course aux armements, dans une caricature parue dans Le Rire en 1938. On voit que Hitler et Mussolini font la course en avance, tandis que les démocraties sont bien en arrière. Donc, en fait, ce n'est pas tant que Hitler et Mussolini sont des régimes totalitaires forts, c'est qu'en face, les démocraties, échaudées par les pertes de la Première Guerre mondiale, ne veulent pas d'une nouvelle guerre. Question 4, chronologie, et documents 3 et 6, quelles sont les alliances en place en 1939?
En novembre 1936, c'est l'axe Rome-Berlin, c'est-à-dire le rapprochement entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, qui n'avait strictement rien d'évident au départ, bien que ce soit deux régimes totalitaires, parce que Mussolini cherchait plutôt la reconnaissance des démocraties sur le plan diplomatique. Mussolini avait d'ailleurs empêché une première tentative d'Anschluss, d'adhesion de l'Autriche par Hitler. Le pacte anticomintern est signé entre le Japon et l'Allemagne en novembre 1936. Le pacte anticomintern, on regarde la définition dans le vocabulaire, est un accord signé donc entre l'Allemagne et le Japon, mais qui vont être rejoints ensuite par l'Italie, la Hongrie, l'Espagne, la Finlande, afin de lutter contre le Comintern. Le Comintern, c'est la troisième internationale communiste fondée en 1918 par Lénine. On précise que le Japon, à l'époque, n'est pas un régime totalitaire, mais une dictature militaire. L'intérêt commun avec l'Allemagne nazie, c'est la lutte contre le communisme. On voit ici Hitler et Mussolini à Rome qui paradent en mai 1938. Le pacte germano-soviétique est en fait un accord secret entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Cela peut paraître paradoxal dans la mesure où on sait très bien que l'Allemagne nazie est anticommuniste et a pour ambition d'étendre son espace vital vers l'Est au détriment de l'espace soviétique. En effet, suite aux grandes purges de 1937-1938, lors de la Grande Terreur, Staline, paranoïaque, a éliminé une grande partie des officiers de l'armée rouge. Il est donc très bien placé pour savoir qu'il faut retarder une guerre, car l'armée rouge est en situation de faiblesse. Donc on peut dire qu'il s'agit de realpolitik, de politique réaliste. Staline cherche à gagner du temps. On peut noter que Staline cherche à profiter quand même de la situation puisque ces accords secrets comprennent un partage de la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'URSS d'une part et d'autre part l'annexion des pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie. Question 5, chronologie, documents 2 et 6. Quelles sont les prochaines cibles allemandes en Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale ? À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la cible pour Hitler, c'est la Pologne. Et c'est pas pour rien que le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et cela marque le début de la Seconde Guerre mondiale. En effet, suite au traité de Versailles, la Pologne avait été reconstituée et pour lui donner un accès à la mer, le territoire allemand avait été séparé en deux parties avec au nord-est la Prusse orientale. La Pologne s'était vue attribuer ce que l'on appelle le couloir ou le corridor de Danzig, qui est la ville de Gdansk actuellement en Pologne, ce que Hitler ne peut accepter. Les nazis font partie de ce que l'on appelle les révisionnistes, c'est-à-dire ceux qui veulent réviser, c'est-à-dire revenir sur les traités de l'après-Première Guerre mondiale et en particulier le traité de Versailles qui avait rendu l'Allemagne responsable de la guerre par l'article 231. Le document 6, le pacte germano-soviétique, nous rappelle que l'enjeu de cet accord, c'est la Pologne qui est partagée entre l'URSS et l'Allemagne nazie. En conclusion, on rappelle que notre problématique est la suivante. Comment les totalitarismes entraînent-ils l'Europe dans la guerre ? Avec comme grandes idées les coups de force, sous-entendu les coups de force de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, la faiblesse des démocraties en face de ces régimes totalitaires et les alliances, en particulier l'alliance paradoxale avec l'URSS qui va donc permettre à l'Allemagne de se concentrer sur un seul front à l'ouest.